Bon matin, bonjour, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour votre divertissement aujourd'hui. Ici, c'est votre guide pour créer votre propre Odyssée au Yukon. On va parler d'anecdotes de notre voyage, de comment organiser un voyage au Yukon, de caméras, de trucs de randonnée, répondre à toutes vos questions que vous avez eues sur le film et bien plus. Mais sans plus attendre, une bonne main d'applaudissements pour vos animateurs, Alex et Alexia. Bon, merci d'être là. Si vous êtes là, c'est parce que j'imagine que vous avez écouté la vidéo Yukon Odyssey. Si vous ne l'avez pas faite, allez l'écouter avant, ça va faire beaucoup plus de sens. Dans le fond, cette vidéo-là, premièrement, juste merci pour tous les bons commentaires sur le film. Donc, la section ici va vraiment être il y a plein de petits moments qui sont pas dans la vidéo ou qu'on voit pas l'arrière du décor de ça, c'est pas expliqué le pourquoi que ça a été fait. Donc ici on peut voir que je prends du papier toilette, c'est juste un petit truc que je vous donne. Couchez à l'hôtel avant de partir pour votre longue randonnée, tout ça. Faites juste vous rouler du papier toilette au lieu d'apporter un gros rouleau, vraiment ça prend de la place pour rien. Là si vous le roulez, vous économisez en place et en poids. Apportez un sac Ziploc avec ça, comme ça vous rapportez tous vos déchets avec vous. Donc là, je vais vous expliquer un peu l'histoire que je suis tombé sur les deux filles, qui est Gemma et Lisa. En fait, c'était ma première randonnée. J'étais supposé être tout seul. J'allais juste faire Sheep Mountain la première journée et redescendre dans ma voiture, juste pour tester un peu le Yukon. Et après ça, j'allais aller au stationnement qui est de l'autre côté de Sheep Mountain pour aller vers Observation Mountain. Donc, en cherchant le stationnement, j'ai fini par tomber sur eux. Qui me disent hey, on fait ça demain, nous autres ici, on va sûrement se croiser, mais nous on commence plus loin, puis dans le fond, on va rejoindre ce sentier-là. Puis là, je suis comme ok, mais le sentier que vous commencez plus loin, c'est celui que je vais faire aujourd'hui, juste aller-retour. Fait que je vais vous suivre. Fait que là, je les suis en voiture, puis pendant que je suis dans mon char, je me dis hey, pourquoi pas faire la traversée avec eux, tu sais. Ça a un peu brisé ma glace du Yukon, parce que c'était la première fois que j'étais en milieu sauvage à ce point-là. C'est ton premier voyage solo aussi? Hein? Ouais, c'était mon premier voyage solo. Fait que ça a comme fait un entre-deux avant de continuer ma semaine solo ensuite. Donc, dans cette randonnée-là, en fait, aussi, un autre plan qui a changé, c'est que les filles voulaient faire, Sheep Mountain, puis au lieu de descendre directement vers Slim River, puis continuer ça, ils voulaient aller vers Bouillon Plateau, qui est à côté, pour après ça aller vers Slim River. Mais on est parti tellement tard, on est parti faire 3 heures, que rendu au sommet de Sheep Mountain, puis en arrivant vers Sheep Creek, on s'est rendu compte que c'était pas réaliste, fait qu'on a enlevé le bouillon de plateau de l'équation pour aller directement à Slim River. Pour ce qui est de cette section-là, qui est une section quand même intéressante, je trouve, de la vidéo, là, avec les marais puis les sangs mouvants, tout ça, on n'est pas obligé de suivre d'être aussi proche de la rivière. Dans le fond, dans les guides, ils disent que, en fait, c'est à nous de tester, dépendant du niveau de l'eau et comment, tout ça, dépendant de ça, les commandes, si ça peut être. Là, on a juste tombé sur un sable mouvant, mais il peut y en avoir, ça peut être vraiment plus grave que ça, d'en croiser vraiment plus souvent. Donc, nous, on a testé un peu, on est comme, ok, la rivière est quand même correcte, tout ça. Fait qu'on a suivi vraiment la rivière de très proche. Mais le sentier, il y a un sentier un peu plus officiel qui passe plus dans le sable. Je suis pas un grand fan de marcher dans le sable, donc on a opté pour la rivière. Mais si vous voulez avoir les pieds un petit peu moins mouillés, vous pouvez marcher dans le sable pas mal tout le long. Ça passe quelques sections dans la forêt. Pour Observation Mountain, on campait à la base environ. Donc toute notre tente était là, on a laissé tout notre sac de couchage, toutes nos choses là, c'est un peu ce qui est fun du plein air, on est tous dans le même bateau, fait que oui, même s'il y avait d'autres mondes là-bas qu'on a croisé un peu, c'est personne qui va voler personne, là, on dort tous à la même place, tout ça, fait que on a strippé notre sac le plus léger possible pour faire Observation Mountain avec moins de poids sur les épaules, là, c'est plus facile pour le dos, plus facile pour les jambes. Donc à ce moment-là, c'est une des places que j'ai un petit regret. Puis, il manque un peu de vidéos pour cette place-là. Puisque j'ai testé la GoPro, puis en fait, je suis zéro un fan de GoPro. Puis justement, je m'en suis servi beaucoup pour traverser les rivières. Tu sais, des fois, tu l'as sur la tête, tu sais, t'es dans l'action de traverser les rivières, t'as le dos jusqu'à la terre. Fait que tu regardes pas, tu t'occupes pas tant que ça de si tu viens cadrer et tout ça, t'es dans l'action, là, tu veux juste pas tomber.
Fait que cette section-là, j'avais une vidéo. Puis en fin de compte, le cadrage était pas bon. On voyait que je traversais la rivière, mais c'était pas idéal, donc j'ai décidé de l'enlever. À cette section-là, Alexis arrive toujours de moi. Parce que je dis, ah là, je vais attendre pour le sommet, là, je regarderai pas le glacier, puis blablabla. Puis en passant de ça, je vous le dis, je dis pas juste ça pour faire ça beau dans le film. Là. J'ai vraiment pas regardé le glacier comme il était là, puis je regardais jamais là. Je plaçais toujours ma caméra pour qu'elle vise l'autre côté. Je checkais soit à terre ou tout autour à part de ce côté-là. Je voulais vraiment me garder la surprise, comme le wow, si on veut, pour le sommet. Puis là, une des choses qu'on remarque quand on est Yukon, c'est que t'as toujours l'impression que le sommet est en avant de toi. Ouais, c'est ça. Il y a comme des phases de plateau, fait que tu penses voir le bout, mais finalement, non, il y a un autre bout, là. Exact. Fait que c'est pour ça qu'à ce moment-là, je dis, le glacier est sur ma droite, mais j'attends, là, tu sais, au sommet. Puis là, comme, dans la vidéo, ça a l'air de, c'est genre 5 secondes après, mais en fait, c'est peut-être 30 minutes après que je dis, ok, non, là, je le regarde, je suis pas rendu au sommet, mais je regarde. Mais c'est parce que ce moment-là que je dis, je suis pas rendu au sommet, que je regarde, ça faisait, moi, 1 heure que je voyais ce pic-là, puis je suis comme, hey, ça c'est le sommet, je vais pouvoir regarder le glacier, ça c'est le sommet, puis là j'arrive là, puis je suis comme, ah non, le sommet il est là-bas. Là j'ai juste décidé de regarder. Tu sais, là on voit à ce moment-là que moi j'ai traversé en premier, puis qu'après ça, le bâton il est justement pour ça, je me suis dit, hey, tu sais, si eux ils tombent, mais là, au moins avec le bâton, j'ai comme une distance de plus qu'ils peuvent s'agripper à quelque chose avant pour pas partir plus loin dans la rivière. À partir de ce moment-là, c'est là que, dans le fond, je suis qu'avec un sac d'une journée, parce que toutes les autres randonnées, c'est des randonnées que j'exécute en une journée, donc je me permets vraiment d'avoir un plus petit sac. Bon, ce fameux moment de la randonnée, là, je sais pas si l'ampleur de la montagne est vraiment là. C'est pour ça que je l'ai filmé de loin comme ça. Je voulais montrer à quel point j'étais minuscule par rapport à ce qu'il me restait de faire pour aller vers Dalton NW7. Puis après ça, j'ai filmé qu'avec la GoPro. C'est un autre petit regret que j'ai. J'aurais aimé ça filmer plus avec la Sony pour avoir des shots un peu plus stables, pour montrer un peu plus ce que le sentier avait de l'air. J'ai pas beaucoup filmé sur cette crête-là. Mais comme je dis en vidéo, c'était vraiment à pic de chaque bord, ça tombait et tout ça. Puis le vent, j'essaie de le démontrer. C'est dur à démontrer comment que le vent il est fort, là, mais on peut le voir dans les shots qui suivent. La caméra elle bouge beaucoup, là, même si là, je l'ai stabilisé via le logiciel, mais ça shake encore. Donc c'est vraiment la journée la plus venteuse que j'ai eue. Fait que ça a vraiment été, le monde qui me connaissent savent que j'aime ça, comme un peu pousser mes limites physiques, là. C'est la première fois que j'abandonnais comme en montagne, là, que je disais, ok, je tourne de bord, puis là aujourd'hui c'est pas sécuritaire, c'est juste, ça peut juste peut-être me coûter la vie. Fait que j'ai vraiment eu un gros combat mental qu'on voit pas sur caméra, là, mais je me suis dit, hey, si je veux continuer, je suis capable de le faire, puis en même temps, l'autre bord, comme, hey, c'est pas safe, là. Puis là, de plus en plus que j'ai ce combat-là mental, de plus en plus je me sentais pas safe avec le vent. Tu sais, je suis pas un gars qui a le vertige, là. Je travaille littéralement sur les toits, là, donc j'ai pas le vertige. Mais là, la peur comme embarquait de plus en plus avec le vent qui voulait me pousser. Fait que je me sentais de moins en moins à l'aise. Puis là, quand tu te sens pas à l'aise, mais c'est juste là que si tu te sens pas en contrôle de toi, là, mais là, c'est juste là que tu peux perdre un peu, un peu ton aplomb que t'as. Fait que j'ai décidé de partir. Puis je pense que c'était la bonne chose à faire. On ne saura jamais parce que. C'était sage. Peut-être que je m'aurais rendu jusqu'au sommet et tout ça, mais peut-être qu'il y a une roche qui serait partie en dessous de mes pieds puis je serais tombé. Peut-être qu'il y a un bout qui aurait vraiment été trop étroit puis qu'il y aurait une grosse rafale de vent qui m'aurait fait perdre l'équilibre puis je serais tombé. On ne sait pas. Je trouve que ça a été la bonne chose à faire.
ce qui montre un peu le processus artistique que j'ai voulu faire dans la vidéo. J'ai voulu, tu sais, il y a la chanson du départ du vidéo qui montre, tu sais, qui est un peu, qui est rythmée, là, tu sais, je monte la randonnée, puis je monte la montagne, tout ça, ça vient. Puis la coupe drastiquement, puis on tombe avec une tune qui est vraiment plus sombre, un peu plus stressante, tout ça, tu sais, qui ressemble quasiment à des battements de cœur. C'est vraiment pour montrer, pour vraiment mettre dans l'ambiance un peu stressante que je vivais à ce moment-là. Puis là, c'est là que si vous remarquez, c'est un autre petit processus artistique que j'ai eu. J'ai commencé à fade out la musique stressante à ce moment-là pour, en même temps que je parle, que je dis, ok, tu sais, j'ai pris la décision de pas le faire, de tourner de bord. Puis de l'autre côté, je dis, ok, mais je m'en vais vers King's-Throne, tu sais, puis j'accepte que je m'en vais vers King's-Throne à la place, tout ça, puis que ça va être beau, tout ça. Fait que de l'autre bord, là, il y a la tune principale du vidéo de cette randonnée qui accroisse puis commence à fade puis à monter pour comme on part un peu du négatif si on veut. Mon côté comme le positiviste qui embarque via la musique. Je suis à un embranchement. Jusqu'ici, c'était rendu vraiment étroit. Il y a de la place pour un pied et demi max de large, là. Puis ça tombe de chaque bord. Les roches sont pas stables, ils partent en dessous de tes pieds. Le vent. Fait que la baignade dans Kathleen Lake, il faut penser que ça doit faire. J'ai environ 5 jours que j'ai pas pris de douche. Oui, c'était froid tout ça, mais j'en ai profité. T'en profites pour comme. C'est essentiel. Ouais, comme ok, c'est genre un bain vraiment glacé là. Mais c'est ça, c'est un peu l'envers du décor de pas d'hôtel tout ça là, que ça égale pas de douche non plus là. Donc tu te laves un peu à la lingette ici et là, puis tu profites quand il y a un lac. À ce bout-là, c'est juste vous faire remarquer, il y a une tache dans ma caméra, sur la lentille que j'ai pas vu. Ça a pris un bout avant que je vois, fait qu'elle suit pendant quelques jours. Là, j'ai réussi à la camoufler un peu dans le montage, là, mais il y a une petite tache qui fait un petit coin de la lentille qui est brouillé, un petit coin de l'image. Décoller, il était quand même, c'est quand même exigeant parce que c'est une grosse partie dans la roche, puis là, tu regardes d'en bas, t'es comme, faut vraiment que je me rende en haut de ça, t'es comme, ça a l'air irréaliste de se rendre jusque-là. Puis tu marches, puis à chaque pas que tu fais, tu descends, ça glisse en dessous de tes pieds, là, fait que c'était vraiment une des plus techniques à monter là, pour ça. Là. Ça, c'est une autre chose qu'on voit pas trop dans la randonnée. Dans la vidéo, c'est, j'essaie dans le fond, on veut voir beaucoup les sommets et tout ça, c'est ça qui a été le plus beau. Fait que des fois, il y a comme 30 secondes qui est dans les arbres, puis après ça, il y a, mettons, 1 minute qui est au sommet. Mais tu sais, en fait, la vraie quantité, c'est il y a peut-être eu beaucoup plus de la randonnée qui était en dessous des arbres, puis moins haut. Il y en a moins au sommet, pas, là, on reste pas longtemps. Donc, ça, c'était un bon exemple. Là, la trail est presque tout le long dans les trails de 4 roues qui est dans la forêt. Là. Le plan initial était de faire plus de randonnée dans Honey Lake, mais il y avait des inondations dans cette région-là du Yukon. Donc, un des ponts pour me rendre plus loin dans la région d'Honey Lake était fermé. Donc, j'ai juste fait Red Ridge. Puis après ça, j'ai été directement dans la région de Whitehorse. Ça, c'est une autre chose qu'on voit pas puis que j'ai pas dit dans la vidéo. La première semaine, j'ai fait vraiment un gros push de randonnée. Là, à chaque jour, j'étais kilomètre par-dessus kilomètre, randonnée par-dessus randonnée. Quand je suis revenu à Whitehorse ce soir-là, puis j'ai pris ma douche, j'ai été manger avec les filles que j'ai rencontrées avant d'aller chercher Alexia, on dirait que le fait de, comme pour la première fois, m'arrêter, je prends ma douche, puis là, j'ai pris le temps de m'arrêter un peu à l'hôtel avant d'aller manger. Mon corps, on dirait qu'il est comme shut down pour la première fois, il a vraiment il s'est vraiment reposé pour une première fois. Fait que là, on dirait que tous les bobos sont arrivés d'un coup. Mais je dis tous les bobos, mais j'avais juste la hanche
pense que c'est la hanche droite, là, qu'à ce moment-là, quand je me suis levé, genre, à la chambre d'hôtel pour aller manger, j'ai fait « Oh mon Dieu, je boitais, là. » Puis, en fin de compte, le lendemain, c'était correct, là, tu sais, la nuit de sommeil a fait du bien. Donc ici, on peut voir, dans le fond, c'est le sommet, on a de l'air bien, tout ça, on regarde le sommet et tout ça. Mais une des choses qu'on voit pas, c'est que c'était la première randonnée à Alexia au Yukon. On a deux vraiment métabolismes carrément différents. Là, les deux extrêmes. Quand on marche, moi je mange sans arrêt, puis sans arrêt. Puis je prêche vraiment comme pour cette manière-là de penser parce que tu as besoin d'énergie sans arrêt. Là, tu dépenses vraiment plus que ce que tu dépenserais genre, dans une journée normale. Tu as besoin de calories pour alimenter ça. Alex, elle mange souvent pas beaucoup en randonnée, tout ça. Mon métabolisme est vraiment lent. Donc, je sens moins de besoin de manger. Mais là, quand c'est dans une situation que tu dois faire beaucoup plus d'efforts physiques, il faut que tu te donnes l'habitude de manger plus souvent. Puis là, c'est ça mon erreur. C'est que, en plus, c'est mis à faire froid. Fait que j'ai fait comme un peu de l'hypothermie. Puis là, en plus de pas manger, parce que je me disais tout le temps, je vais manger au sommet. Mais c'est un peu comme tout à l'heure, là, quand il racontait de « Ah, je vais attendre au sommet pour regarder. » Ben, je me disais, je vais attendre au sommet. Mais là, finalement, il y avait une autre pente. C'est un autre sommet. C'est vraiment plus loin, finalement. Donc là, à chaque fois, ben là, c'est ça. Finalement, ça a pris du temps avant que je mange. Mais ça, elle a attendu trop longtemps. Ouais. Ce qui a fait que, rendu au sommet, ben, elle était gelée. Gelée puis étourdie, là, ça allait pas bien. C'est pour ça que là, on voit, là, elle a comme son puffer, sa coquille par-dessus, là. Ouais. Puis, on était se cacher derrière une grosse roche ouais. pour manger. Puis c'est la seconde, dans le fond, que j'ai arrêté de faire de l'effort physique. Tu sais, rendu en haut, en plus, il y a encore plus de vent. Là, ça, mon corps, il a lâché, là. Donc, ça peut être dangereux. Là. Il faut vraiment s'écouter puis continuer à tout le temps manger. Les électrolytes aussi, là, ça m'a grandement aidé aussi pour les autres randonnées. Là. Mais en fait, c'est pas juste s'écouter, c'est une chose que j'avais lue il y a quelques années. Attends pas d'avoir faim avant de manger. C'est un peu comme quand t'as... C'est trop tard, ça. C'est un peu comme quand t'as soif. Si t'attends d'être déshydraté pour boire, mais il est trop tard. Ouais. Fait que avoir faim, c'est un peu la même chose. C'est quand tu fais des gros efforts physiques de même, tu t'attends d'avoir faim pour manger. Mais là, trop tard, ton niveau d'énergie a déjà baissé. Fait que si tu manges comme un petit peu souvent, au lieu de comme on a l'habitude de faire 3 repas, mais ton niveau d'énergie va être constant. Ouais, tu tombes pas en hypoglycémie ou en hypotension. Donc ça dépend après de ton métabolisme, mais moi j'ai vraiment des problèmes de santé qui font en sorte que la seconde que je mange pas exactement au bon moment, puis après ça, je peux vraiment tomber dans les pommes. Ouais, ça. Fait que ça, la randonnée, c'est vraiment... Faut vraiment que tu penses ta nutrition différemment. Là. Ouais. Ça, c'était vraiment un bon exemple de ce qui s'est passé. Là. Donc, après avoir mangé, après m'être réchauffé, ben c'est là, dans le fond, la scène qu'on voit que là, on s'est rendu vraiment au top pour l'admirer parce qu'avant ça, je pouvais pas. Là, j'étais vraiment dans les capacités de profiter du paysage. Là. Ouais, ça, c'est une des petites affaires que... Ma vidéo est vraiment chronologique. Je fais toujours du point A au point B. Ça, c'est je pense, la seule place dans la vidéo que la scène a juste été changée de bord. Techniquement, on a mangé avant, puis on a admiré le sommet après. Mais là, juste pour les bienfaits de la vidéo, que on monte, puis on arrive au sommet. J'ai mis le sommet, puis le manger au sommet tout de suite après. Juste pour la narrative de la vidéo, ça fait plus beau, tout ça. Mais ça, techniquement, en réalité, ça a été l'inverse. On a mangé pour qu'elle prenne des forces, qu'elle se réchauffe, pour qu'après ça, elle puisse vraiment profiter du sommet. Parce que, elle a on s'est rendu au sommet, puis elle a essayé comme de... On a regardé, puis elle filait pas bien, tout ça, fait que je suis comme, hey, check, on va... Je le voyais pas. C'est ça, on va manger. Puis après ça, on profitera du sommet. Là. Ce qui suit ensuite, c'est juste après, on était juste sur le bord de Kusawa Lake. T'sais, on a mangé l'affaire la plus bâtard au monde. Ça, c'est ce que j'aime de la randonnée, c'est que tu profites genre, des petits moments que habituellement tu serais chez vous, t'es comme, c'est des moments normaux à la maison ou comme même. Ouais, juste le fait d'avoir de la chaleur et être au sec, c'est le genre de choses qu'on prend pour acquis tout le temps. Là. Mais on dirait que quand ça t'arrive en randonnée, c'est comme wow, mais c'est la même chose pour la nourriture. Fait que là, tu sais, on arrive au bas du lac, puis on se fait des ramen, là, tu sais, des ramen à 75 sous. Tu sais, au bouillon de légumes, là, puis t'as juste l'impression que c'est les meilleurs ramen que t'as mangé de ta vie, même si t'en as sûrement mangé genre
dans un vrai restaurant, genre, prépare des ramen typiques du pays. Mais là, eux, c'est des ramen à 79 sous, mais ils bossent eux-là, juste parce que t'es comme, oh, ouais, de la bonne bouffe chaude, puis juste le moment, en plus, t'es sur le bord du lac, puis c'est beau, tu sais, Puis t'as les endorphines de la randonnée, c'était délicieux. Ouais, c'est plein de petits moments comme ça que les voyages de randonnée te font apprécier différentes facettes de ta vie que t'es... Mais revenir aux besoins de base. Ouais. À qu'est-ce qui est vraiment important? D'être couvert, d'avoir de la nourriture, de l'eau, un endroit pour dormir. On dirait que c'est... Non, juste les essentiels. Là. Ouais, vraiment. Ça, c'est une autre facette de la vidéo qui est pas trop expliquée. Cette scène-là, c'est... on nous voit caler genre un verre de whisky. Dans le fond, c'est une tradition à Dawson. C'est le sourdough, donc l'orteil sûr, qui est un orteil momifié. Un vrai orteil humain. Un vrai orteil humain, là, qu'ils mettent dans un verre de whisky, puis là, il faut que tu cales le verre de whisky, puis c'est bien important que l'orteil, il faut qu'elle touche tes lèvres, sinon, ça compte pas. C'est ça, je voulais juste l'expliquer un peu plus. Je pense qu'en ce moment, ils ont 2 orteils en rotation, que, dans le fond, désinfectent à chaque fois. Ils mettent dans un verre de... Entre chaque personne, ils mettent l'orteil dans un verre de fort, comme ça, tu sais, ça tue toutes les bactéries. Puis là, il varie comme ça. Puis là, ça dit, à l'extérieur, il y a vraiment une affiche qui dit, OK, il y a eu tant d'orteils qui ont été perdus, tant qui a été volé, tant qui a été une qui a été avalée par quelqu'un. C'est pour ça que aussi sur la table, il y a vraiment une feuille qui dit... si vous l'avalez, vous partez avec quelque chose de même, dans le fond, vous avez comme une amende, si on veut. C'est 5 000, je pense, ou plus. 5 000 ou 2 500, je sais pas. Ouais, cher, là. En tout cas. Tu l'avales pas pour le fun, là. Puis ça c'est du monde c'est du monde de la région que, quand ils meurent, ils font le don de leur orteil à ce bar-là. Puis c'est une tradition qui continue. Ça fait beaucoup de temps, puis on voit, il y a un tableau ils font le décompte genre de combien d'orteils qui ont servi. Puis quand tu réussis à le faire, à toucher l'orteil en buvant le whisky, ils te donnent un certificat. Ouais. Donc on a vraiment une preuve là, qu'on l'a fait pour vrai. C'est vraiment tout le bar, c'est l'attraction, l'attraction du bar. Là. Fait que tout le monde va dans ce bar-là quasiment pour ça. Fait que t'as des locales qui sont là en même temps qui regardent la télé, mettons le sport, quelque chose de même, mais à chaque fois que quelqu'un réussit, tout le monde se met à applaudir. C'est vraiment unique. C'est une belle ambiance. Ouais, c'est vraiment unique comme ambiance. Là. Air-Smack, quand vous rentrez dans Tombstone, mettez de l'essence avant. Oh oui. Parce que vous rentrez là, puis il n'y a rien. Alpine Lakes, Alexia l'a dit, c'est une des randonnées qu'elle a le plus aimé, puis qu'elle a en même temps le moins aimé. Oui, j'ai précisé que c'est la deuxième partie que j'avais vraiment aimé d'Alpine Lakes, parce que la première, on l'a vraiment détesté les deux. Pour plusieurs raisons. Tu sais, moi, j'étais plus à l'aise, j'avançais tout ça, puis elle, c'était comme dans ses premiers... C'est la deuxième randonnée qu'elle faisait au Yukon, fait comme si tu vraiment ça, genre, les randonnées, ça ressemblait vraiment à ça, tu sais, beaucoup de roches, tout ça. Puis là, elle se sentait pas trop en sécurité parce qu'on avait vu beaucoup d'excréments, puis des excréments frais d'ours. Puis un genre de terrier, tout ça. Là, une tanière. Tu sais, là, tu marches pas sur quelque chose qui est stable, là. Des fois, c'est de marcher sur des roches, tu sais, qui peuvent bouger à chaque pas. Donc là, comme tu as vu une tanière, tu as vu des excréments frais, fait que tu dois regarder un peu tes arrières. Puis t'as des buissons autour, fait que peut-être qu'il y a un ours là, juste à côté de toi, là, à 2-3 mètres de toi, puis tu le vois pas, puis que tu pourrais peut-être le surprendre lui aussi. Puis en même temps, tu dois te concentrer à ne pas tomber, puis à pas te fouler la cheville sur les roches en montant. Mais imagine, c'est pas ça pendant 5 minutes, c'est ça pendant 1 heure et plus. Donc, vivre un peu ces émotions-là à court terme, c'est pas si pire, mais là, de tout le temps être sur l'adrénaline de ça, je me retenais pour pas pleurer, là. J'étais vraiment émotive, là. C'était beaucoup se parler, là. Ouais, beaucoup de gérer ses émotions, puis son mental, se pousser. Puis là, après ça, pour la deuxième partie, là, c'était super agréable, c'était super ouvert, c'était un petit peu plus plat. Ben oui, il y avait un petit peu de montée, mais vu que c'était à découvert, c'était moins pire, on pouvait voir les choses de loin, là. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ouais, puis là, t'arrives au sommet après ça, puis comme... Ouais, okay, c'est beau, là, c'était incroyable. Ça valait le pénible un peu du début. Puis comme... Ah, ça te fait oublier, là. Ouais, ça te fait oublier automatiquement, là. Ça, c'est une autre chose que j'aurais pu filmer, là. J'ai pas pris la peine de filmer, je sais pas pourquoi. Mais, tu sais, là, ici, on voit comme le bois de caribou.
Puis, tu sais, Alexia, elle était comme, on peut-tu l'apporter? Puis tout ça, je suis comme, tu peux pas porter ça dans ton bagage, Je là. vais le mettre dans mon sac, mais quand tu veux rapporter des choses comme ça, normalement, c'est des frais de 200$ là, à l'aéroport. Par exemple, pour un chasseur, là, tu peux pas juste prendre... t'es pas supposé, en fait, de rapporter des choses biologiques. Tu peux rapporter des maladies, des choses comme ça. Puis c'est juste une question aussi de protéger l'environnement, là. Donc, il faut il faut respecter, en fait, le lieu et rien ramasser. Puis ça équivaut à la même chose pour les coquillages. La chose que j'ai pas filmée, que j'aurais peut-être dû, parce que c'était quand même drôle, Alexia est biologiste. À chaque fois qu'elle croisait un caca, elle mettait sa main à côté pour montrer la grosseur, puis elle prenait en photo pour, après ça, avoir tout ça en banque, puis observer c'était quoi les espèces qu'on a croisées. J'avoue. Ben, moi, je trouve ça super intéressant. C'est pas le caca en tant que tel, on s'entend. Du caca, c'est du caca. Et c'est le fait de savoir, ok, ben, tu sais, c'est un caca frais peut-être de renard arctique, d'ours. Ok, mais ça veut dire que même si je le vois pas en ce moment, peut-être juste il vient juste de marcher ou il est peut-être très au courant que je suis là, mais il est caché. Donc, je trouve ça te fait réaliser à quel point on perçoit rien de notre environnement en tant qu'humain, puis qu'il y a plein de choses qui se passent autour de nous. Alors, tu sais, dans le fond, selon le livre, tu sais, ça dit qu'elle est difficile. Le livre explique un peu les raisons pourquoi ils mettaient le niveau de difficulté. Ouais, parce qu'au début, on trouvait pas que... on voyait le dénivelé, puis on voyait la distance, on était comme, mais pourquoi il la considère difficile? Puis là, tu sais, ils disent, c'est parce qu'il y a la rivière à traverser, puis tout ça. C'est ça, si vous êtes capable de passer par-dessus la rivière, c'est correct. Fait qu'effectivement, là, on est comme, ok, tu sais, on va le faire. Puis on fait la rivière, tu sais, ça se fait super bien. En fin de compte, c'était vraiment, ça s'est vraiment bien fait. Ouais, ben c'est ça, on a eu de la chance parce que des fois, elle peut monter vraiment haute puis que le courant soit tellement fort qu'elle est vraiment difficilement empruntable. Ouais. Mais là, puis en fin de compte, le bout qui a été plus difficile, surtout pour elle, dans le fond, en fait, il y avait deux parties. Il y a comme, après la rivière, il y a les petits bonhommes. Les petits bonhommes qui tournent autour en dessous de tes pieds. Ils sont super... Qui sont instables, là, les mottes de gazon. Donc, il y a ça pendant un bout. Puis après ça, on tombe dans la partie vraiment à pic qui va jusqu'au sommet, qui est que de la roche. Donc là... La roche flageolante, là. Ouais. Donc là, c'est là qu'on peut voir dans la vidéo le niveau de sécurité entre moi et elle. Là, à quel point que les deux, on est à l'aise. Il y a moi qui monte genre comme une chef de montagne. Ouais. Mais moi, j'ai une phobie de tomber. Puis là, tu sais, je suis déjà moins en forme que lui. Fait que là, tu sais... T'as le vent contre toi, fait que t'as tout le temps l'impression que tu vas tomber par en arrière. Là, en plus, il faut que tu tiennes un petit peu plus par l'avant. T'as les jambes qui commencent à être fatiguées, mais là, en plus, c'est tu manques de glisser, tomber à chaque pas que tu fais. Puis moi, j'ai une phobie de tomber. C'est là qu'il a vraiment fallu que je me parle le plus. Puis là, à un moment donné, je me disais juste, ok, ben je vais juste avancer sans réfléchir. Puis là, en faisant ça, puis j'allais à un bon rythme à un moment donné. Ben mon bâton, il s'est accroché dans mon soulier. Puis là, je me suis comme enfargée, puis j'ai glissé un peu, puis là, j'ai eu vraiment peur. Je sais que ça devait pas être si pire de loin, mais j'ai tellement peur de tomber que là, on dirait que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Là. Fait que là, je me retenais vraiment beaucoup pour pas pleurer puis pas craquer. Puis là, je suis comme, non, Alexia, c'est vraiment pas si pire que ça, tu vas y arriver. Mais c'est ça, en me parlant tout le temps, puis en prenant le temps de respirer, ben, j'ai fini par m'y rendre, là. Ouais, puis rendu en haut, ça valait 100% la peine, là. Autre chose qu'on voit pas dans la vidéo ici, l'envers du décor, c'est que c'est un désert, donc c'est du sable. C'est chiant, marcher dans le sable. Mais plus forçant, là. Ouais, mais plus forçant, fait que là, il faut penser que moi, je fais juste plein d'allers-retours pour ma caméra, là. Fait que, ouais, il y a moi qui, comme juste comme, j'ai le sable, et qui rush pour les peu de fois dans sa vie, qui rush en randonnée, à courir dans le sable. Donc ça, c'est la dernière randonnée que j'ai faite, qui est Brook puis Montana. Fait que là, on peut voir ici, dans le fond, en fait, j'ai fait le chemin par en bas, donc j'ai descendu Brook, puis j'ai été rejoindre le sentier de Montana pour monter Montana. Mais on peut voir que entre Brook et Montana, il y a une montagne entre les deux. Le ridge, il continue, puis qui part de Brook, puis qui continue, puis qui s'en va skier vers Montana. Et ça, c'est pas sur la vidéo, mais j'ai tenté de traverser de Brook à Montana sur ce ridge-là. Mais j'ai fini par tourner de bord quand même assez vite, parce que ça n'a pas été long, j'ai croisé un bout que ça drop déjà de
mettons, de 2 mètres, genre en 90, puis après ça, le ridge continue. Fait que j'ai ok, si ça le fait là, ça va le faire plus tard et plus tard et plus tard. Donc, ça devenait plus de l'escalade que de la randonnée. Fait que j'ai juste décidé de descendre Groove, puis de remonter l'autre bord Montana, qui était plus sécuritaire à faire. Ici, c'est une chose que je savais pas que j'avais filmé, que je m'en suis rendu compte une fois en train d'éditer. On peut voir à ce moment-là que je suis au lac. On voit les caribous derrière, vraiment tout petit en arrière. C'est après ça, un peu après, que je finis par les remarquer, puis que là, je dépose la GoPro, je laisse la GoPro là, puis je la laisse là, puis à cause de ces caribous-là. Mais je m'étais pas rendu compte que je les avais filmés avant. Ça, c'est un autre bout qui montre quand même bien ma manière de filmer. T'sais, je mets la caméra, puis je la laisse rouler. Tout ce qui est dans la vidéo est vrai, là. C'est pas, y a rien de stagé, je suis pas un acteur, là. Donc, c'est ça, je m'en suis pas rendu compte jusqu'à temps encore une fois que je l'édite, mais on voit vraiment ma fatigue dans mon visage, genre de. C'était ma dernière randonnée, on dirait comme mon corps qui dit ok, ça c'était ton dernier sommet, c'est fini, genre on dirait comme un mélange de déception que ça soit fini, mais en même temps de comme mon corps il est brûlé un peu de tout ce que j'ai fait endurer pendant les 2 dernières semaines. Ça va bien. Today it's gotta be a on peut voir aussi, ça c'est une précaution que je prenais contre les ours là. Il y a du monde qui ont leur cloche, mais moi la cloche, genre, je vais virer fou là, à voir ça après mon sac à dos là. Vu que j'ai été tout seul beaucoup la première semaine, mais souvent je parlais tout seul. Je parlais aux ours. Je leur dis salut tout ça, puis des fois ben, je chantais. Soit que j'avais un écouteur, puis je chantais comme vraiment mal tout ouais, ce que. Il chante vraiment mal, je le confirme. Ou que. C'est pour ça qu'on n'a pas vu d'ours du tout. Oui, c'est ça. Ou je suis juste en train de marcher, puis je chante n'importe quoi qui me vient en tête là. Ce fameux moment ah oui, c'est vrai. Dans le noir que j'ai retourné. Autre chose qu'on voit pas dans la vidéo, mais j'ai poussé ma loc un peu plus. Dans le fond, j'ai été chercher la caméra dans le noir parce que ça, il faut mentionner que ça se passe dans la région de Carcross, donc on disait que c'était un peu plus au sud. Donc là, il y a vraiment une nuit. Il y a un moment qui fait noir. Puis là, j'étais dans le noir, dans le brouillard, blablabla. Une fois que j'ai ramassé la GoPro, qui était environ à 7 km, quelque chose de même, 7.5. Mais j'ai poussé ma loc un peu plus, que je suis comme, hey, je suis presque rendu au lac que j'ai vu plus tôt dans la journée. Ben, j'ai été marcher jusqu'au lac. Tu savais pas, hein? C'est énorme. Fait que j'ai été marcher jusqu'au lac, puis là, en fait, on voyait rien, j'étais vraiment dans le brouillard, puis il faisait noir. C'est là que... Tu sais, la sélection naturelle, là, d'essayer de survivre, là, l'instinct de survie, là, non. Non, lui, il l'a pas. c'est là, justement, c'est en revenant de vers le lac que je suis comme, ok, ben, on voit rien, ça sert à rien. C'est à partir de là qu'en revenant, j'entendais genre des roches autour de moi. Parce que, dans le fond, il faut se dire que toute cette place-là, c'est que des roches, comme on peut voir un peu plus tôt dans la vidéo. C'est que des roches, il n'y a pas de terre. Donc, dès que tu marches sur une roche, ça bouge. À ce moment-là, j'entendais, moi, des roches bouger autour de moi. Fait que, il y a des choses qui marchaient autour de moi. Donc là, juste pour comme moi me changer un peu d'idée, parce que t'as dit que j'ai pas d'instinct de survie, blablabla, là, mais juste pour me rassurer un peu à ce moment-là, j'avais mon sel, j'ai mis un podcast genre d'humour, j'écoutais le podcast comme ça faisait du bruit, puis juste pour amplifier que ça faisait du bruit, pour vraiment avertir ma présence, mais je répondais au podcast comme « Ah oui, ça c'est vrai, c'est tellement drôle, ha 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 », mais c'est comme exagéré, là, juste pour créer plus de bruit pour vraiment avertir ma présence, là. Mais je suis revenu en vie. Ok. Donc on va commencer par la partie voyage. Quelle période de l'année que j'ai visité? C'était l'été. En fait, moi, je suis arrivé le 17 à Whitehorse, juillet, et je suis reparti le 3. Quelle était la température moyenne? Ça varie un peu de la région, mais en général, ça ressemblait à 20 degrés dans le jour, 10 degrés la nuit. Combien d'heures d'ensoleillement? Donc, dans le fond, il a été en été, donc c'est là que la période d'ensoleillement est la plus grosse. Ça dépend de la région aussi, ça, parce que, dans le fond, plus que tu vas vers le sud du territoire, moins que le soleil est là longtemps, en fait. Le plus au nord qu'on a été, il était genre minuit, le soleil est encore là. En fait, il y a une lueur constante, là. Si on se fie à l'heure de Montréal, c'est comme s'il était toujours
9 heures du soir, genre le soleil le plus bas qui va. Ça, c'est pour le plus haut nord qu'on a été, qui est la région de Tombstone. Mais à l'inverse, au plus haut bas qu'on a été, qui est la région de Carcross, là, il y a vraiment une période de nuit. Combien a coûté le voyage? Je vais répondre à cette question-là en répondant pour 2. Donc, l'avion, personnellement, mon billet était 924. Elle qui arrive une semaine après moi, son billet était 1057. Voiture, 1032. Nourriture, ça a coûté 600 $ là-bas. Ça, c'est comprenant les restaurants et l'épicerie pour 2 personnes. En fait, on s'est beaucoup préparé une nourriture. C'est sûr que si tu manges au restaurant tous les jours, ça va coûter vraiment plus cher. Puis dans la nourriture aussi, on a apporté, nous, environ 200 $ de nourriture. Donc, des bartendes, des repas déshydratés. Logement, on est à 387. Là-dessus, ça comprend 4 nuits à l'hôtel. En fait, 3 hôtels, 1 Airbnb et 4 nuits de camping. Le gaz, ça a coûté 341. Il faut considérer quand même que le gaz, il est plus cher qu'ici. Donc, je crois que quand j'étais là, à la période que j'étais, il était 20 sous plus cher là-bas qu'ici. Si vous avez besoin de vous équiper en matériel, ça peut vraiment monter vos prix drastiquement, dépendant du gear qui vous manque. Personnellement, moi, j'ai pas mal tout ce qu'il me faut. La seule chose que j'ai dû acheter, c'est là-bas, chasse-moustique, bear spray. Ça a monté à 77 $. Dans équipement, personnellement, j'ai un InReach Mini, qui est un petit device GPS avec une option SOS dessus. Donc, pour l'option SOS, pour que ça fonctionne, on doit prendre un abonnement. Là-dessus, ça m'a coûté un peu moins que 150 $. Parce que dans le fond, si on ne garde pas l'abonnement actif tout au long de l'année, à chaque fois qu'on le réactive, on a un frais d'activation et ensuite l'abonnement mensuel. Activité, c'est une des choses qui est fun de la randonnée. Ça coûte rien. Même s'il y avait des randonnées qui étaient dans le Parc Canada, là-bas ça marche pas comme ici. Si on prend un exemple au Québec, le Mont-Tremblant, on rentre dans un Parc Canada qui a un frais d'accès. Là-bas, il n'y a pas de frais d'accès. Il y a seulement des frais si on campe dans les Parcs Canada. Autre que ça, rien. Donc, complètement gratuit pour la randonnée. Ce qui fait que la seule chose qu'on a dû à payer comme activité, c'est la réserve de White Horse, d'animaux sauvages. Donc ça a coûté 33 $. Pour les 2. Pour les 2. Donc, c'est quand même bien. Si on considère que c'est nos activités pour 2 semaines. Ensuite, si vous faites des voyages d'avion, moi je conseille à tout le monde de le faire, de faire attention à l'environnement, donc de compenser votre empreinte carbone que vous causez en voyageant en avion. Personnellement, il y a plusieurs sites, donc les sites vous permettent de faire le calcul avec la distance que vous faites, tout ça. Donc là, après ça, vous pouvez décider de mettre plus, tout ça, si vous voulez compenser pour l'année ou des choses comme ça. Dans le fond, comment ça marche, c'est vous payez le montant et eux, avec ce montant-là, ils plantent des arbres pour compenser le carbone qu'on crée. Donc, pour un total de 4 902 et 31. Vous semblez bien tolérer les moustiques. Est-ce qu'ils sont juste fatigants ou ils piquent? Et est-ce que il y en a dans toutes les régions? Je sais pas s'ils piquent, je m'en suis pas tant rendu compte. Ouais, okay. Je confirme que oui. Mais on avait du chasse-moustique. Dans le fond, tous les jours, on mettait du chasse-moustique. Parce que oui, dans pratiquement... En fait, je sais... J'ai pas remarqué s'il n'y en avait pas dans certaines régions. C'est sûr que c'est pire dans certaines. Si je me fie à ma première randonnée, qu'on ait une grosse partie sur le bord de la rivière, après ça, dans les marais, des choses comme ça, là, c'était beaucoup plus intense en termes de moustiques. Mais même... ils sont tenaces, là, même au sommet des montagnes. Ils sont là parfois, là, donc ils sont impressionnants. Ouais, s'il n'y a pas trop de vent. Ouais, ça, dès qu'il n'y a pas trop de vent, ils sont présents. Là. Ouais. Mais vu que c'est comme toundrique, le sol est quand même humide, là, donc c'est parfait pour eux. Là. C'est vraiment propice. Ouais, à leur reproduction. Là, ouais. Ouais, c'est vraiment un milieu humide. Là. Donc, chasse moustique. C'est essentiel. Chasse moustique, puis moi j'avais chandail en manches longues. Mince qui respire, avec un petit capuchon aussi qui respire. En plus, vous pouvez les prendre avec une protection UV qui aide à protéger du soleil. Donc, ça aide vraiment beaucoup à endurer les moustiques sans avoir chaud à la fois. Là.
combien de kilomètres de voiture as-tu parcouru? Donc ça rejoint un peu avec l'essence que je parlais de tantôt. Donc on est à 2316 km. Là, c'est un approximatif que j'ai fait. J'ai pas regardé mon kilométrage là-bas exactement. Donc j'ai fait un calcul Google Maps de ce que j'ai fait. C'est environ ça, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Quelle saison est préférable pour voyager au Yukon? Ça dépend toujours de ce que vous voulez faire. Mais personnellement, j'irais pour l'été, tout simplement pour les heures d'ensoleillement. Ça l'ouvre tellement des possibilités. Où dormais-tu? Donc j'ai commencé, dans le fond, j'ai loué 2 hôtels à Whitehorse. Une mon premier soir quand je suis arrivé. Une son premier soir quand elle est arrivée. Ensuite de ça, j'ai eu le parc, mes nuits de camping dans le Parc Canada pour ma randonnée de 4 jours. Ensuite, on a aussi loué un genre d'hôtel auberge à Dawson City. Qui est vraiment cool. Puis ensuite de ça, les autres places qu'on a campé, qu'on a dormi, il y a toutes les arrêts routières sur le bord du chemin, que la plupart, tu as le droit de camper. En fait, de dormir dans ta voiture. Il y a quelques exceptions, qu'il y a des affiches qui disent que pas le droit de passer la nuit. Sinon, vous pouvez toujours avoir des applications comme iOverlander, qui vous dit un peu des spots secrets que d'autres mondes ont campé qui sont acceptés. Puis là-dessus, ce qui est fun avec cette application-là, c'est qu'il y a des updates. Tu peux mettre un review, je viens d'y aller, puis maintenant il y a une affiche, c'est plus permis. On peut écrire toilette de disponible, on voit toutes ce qu'il y a autour, là. Donc vraiment une bonne application. Considères-tu pour tout le temps que tu as été là-bas et tous les randonnées que tu as faites au Yukon, avoir vraiment vécu la région? Dans le fond, là-dessus, il faut savoir que j'ai été une semaine seule et après ça, un autre en 8 jours qu'elle est venue me rejoindre. Donc, j'ai décidé de séparer mon voyage un peu stratégiquement dans ce sens-là. Donc, on n'a pas la même forme physique. Je suis comme niveau intermédiaire, il est niveau expert. Je ne dirais pas ça, mais on n'a pas la même forme. Donc, j'ai décidé de concentrer dans ma première semaine, d'aller dans, exemple, Kluani, qui est là qui a plus de dénivelé, que c'est plus technique, tout ça, pour avoir moins plus mon défi sportif. Et la deuxième semaine, on a été dans Tombstone, qui a beaucoup moins de dénivelé. Il y a quand même du dénivelé, c'est surtout en termes de distance que c'était. Ouais, des distances aussi beaucoup plus courtes. Donc, ce qui a fait qu'on a vu des choses différentes, puis j'ai pu vivre quand même mon défi sportif et après ça prendre plus relax. Donc, pour donner une idée, moi la première semaine, j'ai pas arrêté. Chaque jour, je faisais une randonnée 20 km et plus à chaque jour. Et après ça, quand il est arrivé, là, on a eu pendant la semaine peut-être 2-3 jours de congé là-dedans. Le fait que j'ai été une semaine tout seul, j'ai pu voir beaucoup plus de paysages. Sans ça, avoir été 2 semaines à 2, je crois que j'aurais été un peu sur ma faim. Mais ça, c'est personnellement pour moi. Ça peut changer d'une personne à l'autre. Moi, c'est juste, j'aime ça voir le plus possible, j'aime ça aller vite, j'aime ça faire des grosses distances. Donc, si vous êtes genre plus dans son genre, si vous faites un 10 km dans une journée, puis vous êtes correct, mais vous allez avoir le temps, puis vous avez amplement le temps de vous promener dans toutes les régions. Là. J'ai vraiment pu voir un ensemble de paysages vraiment différents. Donc oui, je considère avoir vécu le Yukon complètement. Là. Je sens pas le besoin d'y retourner, même si j'aimerais ça y retourner. Mais j'aime juste ça, voir toujours des nouveaux paysages, fait que je risque d'aller ailleurs à la place. Mais en 2 semaines, oui, c'est possible de voir ce qu'il y a à voir. Donc on est rendu à la section randonnée. La première question, c'est dans ton film, tu mentionnes que les sentiers ne sont pas vraiment indiqués. Est-ce vraiment le cas? Ça dépend des régions. C'est sûr que la première partie que j'ai faite, c'est Kluani, qui est un parc Canada. Donc c'est sûr que si on prend la plus populaire du parc, qui est Kingstrome, le chemin est quand même plus tapé que les autres que j'ai faites. Ensuite de ça, c'est quand même pas comme ici qu'il va y avoir une affiche qui dit sentier par là, tout ça. Il faut que tu essaies de te fier un peu à ce qui est tapé à terre, puis après ça, GPS vraiment important. Puis il y a d'autres régions comme Tombstone que là, aucun sentier. Ouais, vraiment aucun. Ouais, c'est vise la montagne, puis espère que c'est bon chemin. Ouais. Donc c'est là que ceci rentre en compte.
Dans le fond, ça a pas mal été ma bible. Toutes les randonnées que j'ai faites sont dans ce guide-là. Le guide est disponible aussi en version digitale sur leur site internet, là. Donc, ce que je faisais, c'est sur le site internet, tu peux télécharger tous les tracés GPX que j'ai pris, je les ai toutes rentrés dans ma montre Garmin. Ce qui faisait que j'avais toujours, si j'étais pas sûr de où aller, je pouvais toujours aller me référer au tracé GPS et le suivre pour être sûr de passer à la bonne place. Ça a été vraiment utile. Ouais, je dirais que c'est un essentiel. Ensuite de ça, ce qu'on faisait aussi, donc on prenait toujours avec notre téléphone la description de la randonnée qui dit, exemple, après avoir croisé telle rivière, suivez la rivière vers la droite, des choses comme ça. Encore une fois, en précaution, si on n'est pas sûr où aller, oui, on a le tracé, mais on a aussi une version descriptive qui nous oriente un peu. Quelles sont les distances des randonnées et pourquoi ne sont-elles pas mentionnées dans la vidéo? Là-dessus, ça a été une hésitation que j'ai eue de est-ce que j'écris à chaque début de randonnée la distance, tout ça. J'ai décidé de ne pas le faire pour la simple et bonne raison que je voulais pas que le monde voie les chiffres en disant ah, ça c'est, je sais pas, 20 km, ah, ça me tente pas de l'écouter, je sais que je serais pas capable de faire ça. Ou à l'inverse, ah, ça c'est 10 km, ben c'est pas pour moi, tellement je fais des 20-30 km. Fait que je voulais pas qu'on voit le côté performance parce que, tu sais, en fait, il y a aussi le côté que si vous avez jamais été dans des terrains comme ça, le 20 km ici puis le 20 km là-bas, c'est deux 20 km carrément différents. C'est vraiment pas la même chose. Ça, c'est que il y a beaucoup de terrains que tu fais un pas par en avant puis t'en glisses deux. T'en glisses deux par en arrière là, parce que c'est la roche à glisser en dessous des pieds. C'est beaucoup plus technique en fait comme terrain, là. Rares sont les sentiers battus de terre qu'on connaît ici au Québec. Donc ça rend un peu la difficulté. Après ça, tu sais, des fois rivières à traverser, le vent aussi. Beaucoup de vent. Ouais, c'est vu que c'est toundrique ou beaucoup en haut du tree line. Donc t'es beaucoup à la découverte du vent, donc ça change là-dessus aussi. Donc c'est la raison pourquoi j'ai pas voulu mentionner les distances, juste pour pas qu'on s'arrête au côté performance de la chose, mais plus admirer les paysages. Il y avait aussi les facteurs buissons, là, des sections là, que c'était sur plusieurs kilomètres, là, qu'on était vraiment dans plein de branches, puis ça peut être vraiment dangereux, tu peux en avoir une dans l'œil, tu peux vraiment te blesser, glisser. Même affaire aussi pour nos petits bonhommes. Ouais, on a fini par les nommer les petits bonhommes. C'est des moments de gazon. Donc, tu mets le pied dessus, puis la mode de gazon, elle veut juste virer en dessous de tes pieds. C'est que ça, c'est vraiment pas stable comme terrain. Puis là, ta cheville, elle vire tout le temps. Ouais, c'est ça. Tu risques tout le temps de te fouler la cheville. Puis des fois, tu tombes entre deux petits bonhommes qu'on appelle. Ouais, puis des fois, tu peux tomber jusqu'au genou. Là, t'es comme, ça sort d'où ce trou-là? Hein? C'est plein de choses comme ça qui fait que on peut pas toujours en jumeler juste par la distance. Mais tout de même, je vais me faire un plaisir de dire toutes les distances des randonnées. Donc la première, Sheep Mountain, c'est 10 km et 1163 mètres de dénivelé positif. Ensuite, Sheep Creek, qui est 15 km et 1000 km de dénivelé positif. Par contre, pour ces deux-là, moi je les ai jumelés ensemble. Donc j'ai pas fait Sheep Mountain aller-retour et Sheep Creek aller-retour. J'ai juste fait la continuité des deux, ce qui m'a donné, moi, environ 15 km et 1500 mètres de dénivelé positif. Ensuite, on arrive à Slim River, qui est un 46 km aller-retour. Donc, encore une fois, moi, j'ai fait 23 d'un coup, parce qu'après ça, j'allais vers Observation Mountain, puis j'ai fait le 23 2 jours après. Et ça suit la rivière, donc c'est 115 mètres de dénivelé positif. Ensuite, on a Observation Mountain. En fait, on n'a pas le choix de pouvoir faire celle-là, de se rendre jusqu'au campement à la fin de Slim River. Et après ça, on part pour Observation Mountain. Donc, c'est 22 km aller-retour à partir du campement et 842 mètres de dénivelé. Ensuite, Kingstrom, qui est 15 km et 1250 mètres de dénivelé positif. Dalton NW7, qui est 16 km et 1375 mètres de dénivelé positif. Encore une fois, moi, j'ai voulu les faire les deux dans la même journée. Je me suis pas rendu tout à fait jusqu'au sommet de Dalton pour des raisons qu'on voit dans la vidéo avec le vent et tout ça. Donc moi, combiner les deux, ça m'a donné 17 km et 1600 mètres. Mount Dickory, on est à 15 km et 1324 mètres de dénivelé positif. Red Ridge, qui est 28 km et 776 mètres de dénivelé positif. Golden Horn, qui est 23 km et 891 mètres de dénivelé.
Et là, on tombe dans la deuxième semaine, que je disais qu'on a pris ça un peu plus relax. Donc, Sour Ridge, qui est 8 km, avec 844 mètres de dénivelé positif. Ensuite, Spirit Canyon, qui était 4 km. Ah, c'était une bébé. Ouais, c'est ça. On a fait ça en fin de soirée. Et 162 mètres de dénivelé positif. C'est le Oka du Yukon. Alpine Lakes, qui est 8 km, et 772 mètres de dénivelé positif. Surfbird, qui est 8 km, et 447 mètres de dénivelé positif. Pilot's Peak, qui est 9 km, avec 751 mètres de dénivelé positif. C'est là qu'on dit un peu qu'on peut pas juger juste par la distance. Là. Elle, c'est une qu'elle a trouvé le plus exigeante juste parce que c'était extrêmement à pic la dernière montée vers la randonnée. Au début, c'est super doucement, comme par étage, puis le dernier, c'est 1 km, 1,5 km. Je sais pas. Vraiment à pic, vent, puis des roches qui te font reculer. Donc le désert de Carcross, qui est 2 km et 80 mètres de dénivelé positif. Vous pouvez faire plus, moins, il n'y a pas de sentier, c'est juste un désert. Ensuite, Brute Mountain, qui était 11 km et 901 mètres de dénivelé positif. Et Montana Mountain, qui était 15 km et 853 mètres de dénivelé. Moi ici, je les ai faites les deux, une après l'autre. Dans le fond, c'est des montagnes pratiquement voisines. Donc, je les ai combinés, qui me donnaient 22 km et 1500 mètres de dénivelé positif. Encore une fois, en enlevant ça, mes allers-retours pour ma caméra. Je suis allé dans la région de Tombstone et tu n'as pas fait Grizzly Lake. Pourquoi? Je sais que c'est la randonnée la plus populaire du parc. On voulait vraiment la faire. Ouais, pour multiples raisons. Elle est vraiment belle. Là. Les formations rocheuses sont super, sont quand même uniques. Tu peux faire juste le Ridge en une journée. Après ça, tu peux redescendre l'autre bord jusqu'à Grizzly Lake en un overnight, enfin, avec une nuit. Tu peux te rendre plus loin jusqu'à Talus Lake, je pense, sur une randonnée de comme 4 jours, quelque chose de même. Par contre, moi, tant qu'à le faire, je voulais me rendre jusqu'à la fin. C'est dirigé par le gouverneur du Yukon, ce parc-là. Donc, t'as pas le choix de camper, en fait, qui est bien, là. Ils ont des emplacements de camping pour protéger la flore. Faut qu'on loue nos emplacements de camping. Et le premier pour Grizzly Lake était complet. Puis t'as pas le choix de réserver le premier si tu veux te rendre au deuxième. Qu'est-ce qu'on trouvait le plus beau dans le fond du sentier, c'est qu'il fallait vraiment faire le campement, puis vu qu'on pouvait pas louer le campement, puis qu'on avait juste pas le droit d'y aller, si on n'avait pas le campement réservé, ben on pouvait pas y aller. Coup de cœur en dos. On va y répondre en deux parties parce qu'on a vécu des choses différentes. Puis, même si on les a faites en même temps, on a eu des perceptions différentes pour différentes raisons. Mais moi, ça a été ma traversée vers Observation Mountain, donc Sheep Mountain, Sheep Creek, Slim River, puis Observation Mountain pour plusieurs raisons. La diversité de paysages que j'ai traversé, donc de Sheep Mountain commence plus avec c'est plus rocheux, et un peu plus de. Ensuite, on descend, on suit Slim River, qui est tout le long du bord de la rivière avec les sables mouvants, les marais, donc ça change carrément de paysage. Puis après ça, on arrive avec Observation Mountain, qui est là. Premièrement, en fait, aussi, il y a des rivières à traverser tout le long qui rendaient un peu un certain challenge que j'ai vraiment apprécié, là, qui est vraiment le fun. Un petit rush d'adrénaline, dans le fond. Là. Puis après ça, Observation Mountain, qui a juste la vue du glacier. Le glacier à la fin m'a juste donné des frissons. Là. Et aussi pour le défi sportif, là, de 4 jours en arrière-pays avec ton sac à dos, que tu étais juste en autonomie. C'est le genre d'affaires qui vient me chercher. Là. Ta préférée? Ah oui, ma préférée. Donc, c'était pas la randonnée au complet, c'était vraiment une section de la randonnée, je dirais, surtout Alpine Lakes. Pas la première section, mais la deuxième section, comme un plateau toundrique. J'ai trouvé des bottes caribou, le soleil était super beau, fait que c'est vraiment un tout, là. C'est plein de choses qui se sont additionnées qui ont fait en sorte que je trouvais que c'était vraiment extraordinaire. La vue aussi, de voir de la neige, des roches, de voir les rayons de lumière transpercer les nuages avec les deux lacs. C'était vraiment spécial comme ambiance. Sinon aussi Pilot's Peak, vraiment le petit bout à la fin, là, quand on était vraiment sur la crête. C'est quand même spécial de voir des crêtes totalement blanches. Comme la roche qui devient de moins en moins présente, fait que ça fait comme un dégradé vers le gazon vert. Là. C'était vraiment beau. Là. Ouais, c'était émouvant. Il y avait beaucoup de rivières à traverser. Enlevais-tu tes souliers à chaque fois? Montais-tu tes pantalons? Comment tu gérais le froid après? Tout ça. Non, j'enlevais pas mes souliers parce que c'est juste inconfortable, puis c'est une perte de temps énorme d'enlever ses souliers à chaque fois. Mes souliers séchaient au courant de la journée en marchant. Donc, parenthèse ici, je conseille vraiment, si vous avez à y aller, vous allez avoir les pieds mouillés. Anyway, perdez pas la peine à investir pour des souliers
plus chères, qui sont imperméables. Je veux dire, vous êtes tellement profond dans l'eau, une fois j'en avais jusqu'à la tête, ça, l'eau va rentrer dedans. Anyway. Donc si vous avez des souliers imperméables à ce moment-là, vous allez juste savoir les pieds mouillés plus longtemps parce qu'ils vont sécher vraiment moins vite. Pareil pour les pantalons, tu sais, la première rivière que j'ai traversée, je pense qu'on le voit dans la vidéo, j'ai mes pantalons remontés, puis après ça, j'ai juste accepté mon sort. Là, puis encore une fois, c'était déjà des bons pantalons, mais ils vont sécher. Là. Puis comme on disait, il fait environ 20 degrés dans le jour, donc c'est pas froid, là, donc c'est pas grave d'être un peu mouillé. Là. J'ai vu que tu avais un bear canister. Avez-vous vu de la visite d'animaux sauvages? Oui, j'avais un bear canister parce que dans le fond, t'as pas le choix. Si tu veux camper dans l'arrière-pays, c'est requis. Et non, on n'a pas eu de visite d'animaux sauvages quand j'étais en camping. As-tu croisé des grizzlies ou des animaux sauvages? Donc, non, j'en ai pas croisé en campement, mais j'en ai tout simplement pas croisé du tout. J'en ai vu beaucoup d'excréments, j'ai vu des pattes, des empreintes fraîches. J'imagine que j'ai été entouré tout le long, mais, j'ai rien vu du tout. Les seuls animaux sauvages que moi j'ai vus, même pas elle, on a vu bien sûr des gags à la tête blanche, des pikas, des choses, mais après ça, comme plus gros, j'ai vu des chèvres de montagne puis des caribous. L'altitude tournait autour de combien? Ce qui est accessible en général pour plus tout le monde à partir de la route, là, sans avoir à prendre un hélicoptère, un avion, ça tourne autour de 2000. Si tu veux, tu peux faire plus. Le Yukon, c'est quand même le territoire qui comprend la montagne la plus haute au Canada, qui est Mount Logan, qui est dans 5000, presque 6000. Ton menu ressemblait à quoi? Ça se sépare encore une fois en deux parties. Ma partie tout seul et la partie avec elle. Ma partie tout seul, j'ai été vraiment minimaliste. J'y étais pour les calories, j'y étais pour le poids, des choses comme ça. Du couscous, du griot. du griot. Mais tu sais, même si j'étais plus minimaliste, j'ai quand même fait attention à mes nutriments. Fait que dans mon griot, j'aime ça mettre plus sécher des noix. Je rajoute toujours de la poudre de protéines végétale, puis un mélange aussi de green en poudre. Là. Fait que tu sais, il y en a plein de saveurs. Il y en a tropical, vanille. Dans le fond, c'est ta portion de légumes pour une journée en poudre. Fait que je mettais ça, fait qu'au moins je commençais toujours la journée avec les nutriments que j'ai besoin. Que comme ça, si après ça, pendant le midi, je mange juste un riz avec des légumineuses, c'est pas si grave. T'sais, après ça, le reste de ma journée, c'était seulement pour des calories. Là. Donc, beurre de peanut, du couscous avec du PVT qui est de la protéine végétale texturée, avec genre de l'assaisonnement, genre soupe minestrone dedans, là, juste tout déshydraté juste pour le poids. Beaucoup de bâtons, juste parce que ça se mange bien. J'aime ça, moi, être efficace quand je suis en randonnée, là, donc arrêter le moins souvent possible. Donc juste prendre une bâtonne de temps en temps, des bâtons protéinés ou des bâtons de fruits, quelque chose de même, juste pour une énergie rapide, des glucides pour continuer ta journée. Là. On a eu quelques restaurants. Quand je passais dans un village, ça se peut que je me pognais un sac de légumes. Ouais, ça c'est arrivé, tu sais. On a juste pris un sac de légumes frais, genre un genre de General Store. Ouais, genre General Store, là, que juste un sac de légumes, c'était juste des brocolis, du fleurs, puis on a juste mangé genre, un gros sac de légumes dans l'auto en roulant, là. Pareil, tu sais, des fois je passais dans un village, je prenais juste un sac de chips juste parce que j'avais juste besoin, je voulais juste des calories, là. Fait que, tu sais, un sac de chips, puis genre un Powerade juste pour me réhydrater. Je suis pas la bonne exemple à suivre, je bois pas assez en randonnée. Donc, ce que j'ai trouvé qui marche vraiment bien pour moi, pour m'aider à rester hydraté, c'est des pastilles, dans le fond, que tu mets dans ton eau, qui rajoutent des électrolytes. Donc, sinon, la deuxième semaine, des repas déshydratés, donc, tu sais, là, qui est des repas un peu plus complets, que ça, c'est pas mal plus qu'on a mangé la deuxième semaine. Fait que c'est des mélanges de genre chili, des mélanges à faitos, genre des couscous marocains, plein de choses comme ça qui faisaient que... Question populaire chez les hikers. Est-ce que tu as eu l'impression d'avoir perdu du poids durant ces trips-là? Elle a dit que tout de suite après une semaine, dans le fond, elle m'a pas vu pendant une semaine avant de venir me rejoindre, puis elle disait déjà que j'avais perdu du poids du visage. Ouais, vraiment les joues creuses. Et puis j'avais perdu de la masse musculaire du haut du corps. Quand je suis revenu, j'ai regardé mon poids côté balance, puis j'étais pas mal autour de la même chose. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai perdu du poids du haut du corps parce que je faisais aucun effort physique vraiment du haut du corps, mais j'ai pris de la masse musculaire aux jambes. Donc ce qui fait que côté poids, ça s'est équilibré. Je sais que toi, tu as vu une différence aussi de ton poids. Ouais, ben, mon poids il est resté le même, mais je sens que j'ai perdu du gras puis gagné du muscle. Sinon, pour le cardio aussi, c'est le fait de faire des efforts tous les jours, c'est fou comment ça l'augmente. Là. Je voyais vraiment la différence là, entre la première et la dernière randonnée. Ouais, ton corps s'habitue vite. Là, Ouais, on est bien fait. Ouais.
Donc, la partie vidéo maintenant. La première question, c'est pourquoi Super Vlog Hiking Film? Je sais que c'est un super long titre, genre, qui fait comme what the fuck. Je me suis demandé la même chose. C'est quoi ça? Je voulais pas appeler ça un film. Je voulais pas appeler ça un documentaire. T'sais, c'est pas un documentaire en tant que tel. C'est pas avec ça que tu vas apprendre tant de choses, là. C'est une vidéo pour te donner envie d'aller au Yukon. C'est ça le but de mes vidéos. Mais en même temps, c'est pas juste un film. T'sais, je me considère pas comme Denis Villeneuve ou Christopher Nolan. Je suis pas un réalisateur, là, pis tout ça, là. J'aime juste mettre ce que je vois sur image. Puis pour la première fois dans celui-là, je parlais vraiment à la caméra puis j'expliquais ce qui se passait. Donc ce qui met la partie vlog dans mon titre. Donc, puis là, en écoutant d'autres youtubeurs, j'ai pris connaissance du terme super vlog qui est dans ce cas-là vraiment donc c'est souvent des vidéos d'1 heure que c'est un vlog, mais un long vlog. Donc je trouvais que ça représentait quand même bien quel équipement de vidéo tu utilises. Ma caméra, c'est une Sony, vraiment minime, là. C'est une version compacte de Sony, là, qui est la RX100. C'est tout petit, là. Mais elle fait ce que je veux faire. Elle filme en 4K, bonne qualité d'image, je peux brancher un micro dessus, puis compact, léger, ça prend pas de place dans mon sac à dos. Donc c'est ce que je voulais. De l'autre côté, mon micro, lui, c'est un Rode Stereo Video Mic X. Un micro stéréo, qui est quelque chose d'important pour moi, je veux vraiment, une des choses que je focus beaucoup dans la vidéo, c'est vraiment de mettre en avant l'ambiance de la randonnée, pas juste les images, mais vraiment tout ce qui se passe autour, donc le son, les ruisseaux, les oiseaux, le vent, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai investi sur un micro qui... Puis le logiciel que j'utilise, c'est Power Director Nighting. La question des questions. Dois-tu retourner à chaque fois pour ta caméra? Yep. La plupart du temps, quand je fais mes vidéos, puis dans celle-là, beaucoup de fois, j'étais seul. Puis même en fait, quand j'étais à deux, c'est ma décision de faire de la vidéo, fait que je ne serais pas payer quelqu'un à aller chercher ma caméra. Et à l'inverse aussi, je serais pas, je me dirais pas à la personne, attends derrière ma caméra, puis moi je vais aller devant. Non, mon but c'est de capturer vraiment ce qui se passe. Ça a été quoi le voyage, ça a été quoi la randonnée, tout ça. Fait que si on est deux, on est deux devant la caméra aussi. Donc oui, ça fait que je peux marcher souvent vraiment longtemps, puis après ça revenir, marcher 2 minutes pour aller chercher ma caméra. Je m'en viens de plus en plus efficace à comme savoir vraiment, ok, j'arrête là parce que passer ce point-là, ça sert à rien. Ou à l'inverse, des fois je me dis, ok, c'est vraiment là que je veux me rendre parce que c'est vraiment la vision de loin du sommet que je veux. Des choses comme ça. Puis aussi, je m'en viens beaucoup plus efficace sur le nombre de quantités que je shoot contre le nombre de quantités que j'utilise. Dans le fond, j'ai de moins en moins de vidéos qui servent plus à rien. La plupart du temps, si je l'enregistre, ça va être dans la version finale, là. Donc oui, beaucoup de distances inutiles de plus que personne voit. Quelle était ta vision artistique pour ce film-là? Comme toutes mes vidéos, à chaque fois, avant d'être vraiment sur le terrain, tout ça, j'ai souvent une idée en tête. Je pense souvent à ok, il faut que je me rende à tel point pour le lever de soleil, il faut tel point pour le coucher de soleil, ou je veux vraiment aller à telle place pour filmer telle rivière, ou des choses comme ça. Fait que ça, c'est toujours dans ma tête avant de commencer. Pour celui-ci aussi, j'ai vraiment voulu le séparer en chapitres par région. Donc, ce que vous voyez dans l'autre que c'est vraiment l'autre que ça a été fait. J'ai vraiment fait le voyage région par région en sachant que la vidéo, je voulais que ça soit clair comme ça. J'ai vraiment aussi fait attention, tant pour moi que pour la vidéo, j'ai voulu prendre des randonnées qui offraient vraiment des paysages différents. Comme je dis tant pour moi, parce qu'à un moment donné, oui, c'est tellement beau, puis à chaque fois d'arriver en haut d'un sommet, t'en reviens pas, c'est réel, tout ça. Mais à un moment donné, on est humain, puis on s'habitue. On s'habitue malheureusement. Donc en divertissant, mais le genre de paysage que je voyais, j'ai jamais eu cette impression de. Puis je trouve aussi pour la vidéo, ça montre vraiment plus l'ampleur de ce qu'est le Yukon, là, que tu peux avoir des sommets dans la neige comme tu peux en avoir, genre tu as l'impression d'être encore dans le gazon, que c'est toundré, les rivières, les roches rouges à des roches blanches. Ça a vraiment été dans mon processus artistique, si on veut, de démontrer toute cette ampleur-là de ce qu'est le Yukon. Dernière chose, si on peut le voir dans la vidéo, au début, j'étais pas sûr, comme, est-ce que je vais parler, à quel point je vais parler dans la vidéo, parce que, comme je dis, c'est la première fois que je faisais ça dans mes vidéos. Je me suis vraiment plus assumé
au fur et à mesure que la vidéo que je filmais, que j'ai décidé d'intégrer pour garder un peu plus le film captivant. C'est pas qu'on voit juste paysage par-dessus paysage, puis on comprend pas trop ce qui se passe. Là, je voulais décrire ce que je vivais, ce que je ressentais, ce qui était devant mes yeux, ce qui venait de se passer, pourquoi ça se passait. Donc, je crois que ça l'aide à... C'est comme ton journal intime. Ouais. Ça l'aide au storytelling du vidéo. Puis après ça, mais ça reste que cette vidéo-là, avant tout, c'est un énorme souvenir pour moi. On finit toujours par oublier des affaires, donc là, c'est plus facile pour moi de le réécouter et de dire « Ah oui, c'est vrai, il s'est passé telle affaire. » Puis de m'en rappeler, puis de me rappeler des bons et des hauts et des bas de ce voyage. Encore une fois, merci énormément d'avoir regardé le film. Si vous avez regardé cette vidéo-là, encore plus, wow, là. J'imagine que si vous écoutez cette vidéo-là, c'est parce que vous voulez aller visiter la région, là. Vous êtes passionné comme nous ouais, ça, de plein air. De plein air aussi, là. Mais j'ai vraiment essayé d'expliquer le plus possible la vidéo puis le voyage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de répondre. Pour la suite, pour moi, là, avec ce film-là, on dirait que je me suis créé des nouveaux standards dans ma tête. J'ai vraiment beaucoup appris en le faisant. Je vais continuer à faire des petites vidéos ici au Québec, tout ça, parce qu'à un moment donné, j'ai pas l'argent infini de voyager sans arrêt aussi. Là. Et c'est pas écologique. Ouais, c'est pas écologique. En plus, avec la pandémie en ce moment, c'est vraiment dur. Donc, je vais continuer à faire quelques petites vidéos au Québec, mais j'ai vraiment des gros projets en tête de voyages que je veux faire. Dès que c'est possible, j'ai fait. Je vais essayer juste d'augmenter la barre encore plus sur mes vidéos, de pousser mes limites de cinéaste à un autre niveau. Là. En espérant que vous avez aimé celle-là, mais juste de dépasser ça encore pour le prochain. Fait que, merci beaucoup. Merci. Ok. Je sais pas comment commencer ça. Salut tout le monde. Je m'appelle Alex Godard. Ça, c'est ma blonde, Alexia. Au cas où si vous vous demandez c'est qui la fille. Je sais pas. Une fois que c'est parti, c'est correct, là? Ben, tu pourrais. Tu vas me dire, je suis une copine. Ah! Truc confident? Non, ok. Je pensais que c'était comme, ah, that's awkward.